vais être franc avec vous. Quand ils m'ont demandé pour le titre de ma présentation, j'étais à Vegas avec ma femme, alors j'ai pas vraiment pensé longtemps. Mais je vous garantis que le contenu va être beaucoup plus intéressant que le titre. Un peu sur moi. Moi, j'étais plutôt du côté service professionnel. J'étais consultant avant, en sécurité. J'ai travaillé chez Anderson, j'ai travaillé longtemps chez CGI aussi. Après un certain temps, on m'a ramené du côté des ventes. J'ai travaillé chez Symantec. Après ça, je me suis sorti, j'ai travaillé chez SAP et maintenant je suis rendu chez IBM. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir connaître un peu plus sur la personne qui présente que juste le côté technique. Moi, une des affaires que j'aime faire, c'est de voyager. Et une des choses que j'aime faire pendant que je voyage, c'est vraiment faire des plongées avec des requins. Des gens, ils me disent, Mike, pourquoi tu fais ça? Ça a l'air dangereux, ton affaire. Tu es avec des requins. C'est pas relaxant pendant que tu es en vacances. Moi, je leur dis, regarde, quand je compare ça à vraiment faire des présentations comme si, dans mon boulot quotidien, rencontrer des gens, ça met les affaires en perspective. Si je peux me relaxer dans un environnement de même, il n'y a pas de problème pendant que je vous présente. Maintenant, quand on regarde l'informatique, c'était bon à voir que mes amis chez Palo Alto, ils disaient un peu la même affaire. Dans mon temps, c'était le temps des BBS. C'était vraiment le hacking, c'était plus une curiosité. Essayer un défi, rentrer dans un environnement, trouver de l'information. On faisait rien avec. Après ça, vraiment, on a vu plus une motivation un peu plus néfaste. C'était des dénis de service. On voulait vraiment faire tomber eBay, on voulait faire tomber YouTube. Et petit à petit, il y avait une motivation financière qui rentrait en compte. Jusqu'au point que maintenant, on est rendu avec des gouvernements. Et si on regarde un peu les profils des différentes attaquants, c'est vraiment des gens qui ont vraiment des ressources incroyables derrière eux, de l'argent, quand on parle du crime organisé, quand on parle des gouvernements. Et même récemment, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, Stuxnet, ça vous dit de quoi? Oui, plusieurs d'entre vous. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on a vus dans le passé de gouvernements qui ont attaqué d'autres gouvernements, mais c'est vraiment le premier cas qu'on a vraiment un code qu'on a pu analyser qui ciblait un gouvernement, pas juste un gouvernement, mais un manufacturier vraiment de produits nucléaires et qui pouvait cibler vraiment un type d'équipement avec un réseau, c'était assez sophistiqué. Alors là, on voit vraiment les attaques évoluer de plus en plus et les attaquants évoluer de plus en plus. Ça ici, ça vient de X-Force. C'est quelque chose de gratuit que vous pouvez télécharger. Ça vous donne vraiment un aperçu sur la sécurité. Je vous recommande fortement, si vous l'avez jamais vu, si ça vous dit rien, de le télécharger. Ça sort à une fréquence, je pense, 2 ou 3 fois par année. Et ça vaut la peine. Deux affaires qui m'ont sauté à l'œil. Quand on regarde les couleurs, c'est les sortes d'attaques. Le gris, on ne le sait pas. La première affaire que moi j'ai vue, c'est l'orange, qui est l'attaque le plus populaire. Premièrement, ces attaques-là, c'est par SQL, SQL Injection. Et on sait comment les arrêter. Alors ça, c'est la première affaire qui m'a vraiment sauté à l'œil. La deuxième affaire que je trouvais intéressant, c'est vraiment celui qui est en bleu. Le SK Télécommunications. Ça, c'est pour la Corée du Sud, South Korea Telecommunications. Maintenant, peut-être les Coréens, dû au fait qu'ils sont juste à côté du Corée du Nord, ils savent comment se sécuriser. Eux autres étaient sécurisés de mur à mur. Les attaquants ne pouvaient même pas rentrer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas juste de rentrer par le porte de côté, ils ont rentré par le porte du voisin d'à côté. Eux autres ont vu vraiment un fournisseur qui faisait affaire avec SK Télécommunications. Ils ont pénétré l'environnement. Ils ont distribué un trojan par leur patch. Et comme SK Telecom sont vraiment sécurisés, ils ont vraiment une procédure de déploiement de patch qui est vraiment à pointe, eux autres ont vraiment distribué le trojan à travers l'environnement. Alors, c'est comment qu'ils ont pu se faire infecter de bout à bout. L'autre affaire, ça, c'est pas vraiment quelque chose de
de miraculeux. Si on n'arrête pas les gens à rentrer dans notre réseau, ça nous prend longtemps avant qu'on détecte qu'on a été attaqué. Quelque chose qui était plus intéressant que moi j'ai trouvé en tout cas, c'est les sources de comment qu'on puisse voir qu'on a été attaqué. 92% de ces sources-là viennent de l'extérieur. Alors, c'est même pas nous autres qui détectent, c'est quelqu'un d'autre qui nous dit qu'on a été hacké. Alors, c'est qui nous dit ça? En général, c'est la police ou la GRC qui nous dit ça. Alors, moi, j'étais là, comment que la GRC est au courant? Qu'est-ce que eux, est-ce qu'eux autres ont des botnets, des zones, des espions à travers? Qu'est-ce qu'ils font au juste? Eux autres, ils reçoivent un appel. Ah, je pense que je me suis fait attaquer. Ils viennent, ils font une analyse, ils font leur investigation et finalement, ils trouvent de l'information. Là, ils trouvent l'information de la compagnie, ils trouvent de l'information d'une autre compagnie. Après ça, eux autres t'appellent. Vous vous êtes fait hacker. Ah oui, comment? Tes informations sont chez une telle université ou dans une telle entreprise. Après ça, eux autres viennent chez vous et ils voient que ton voisin s'est fait attaquer. Alors, ça fait de fil en fil comment que eux autres trouvent, entre autres, que vous êtes fait attaquer. Mais le tout n'est pas perdu. Ici, on voit, je ne sais pas si vous avez voyagé comme moi récemment, on a les nouveaux scans plein corps qu'il faut qu'on mette nos mains de même, ça nous scanne. Ici, on a l'utopie en termes du scan physique. Je ne sais pas si vous dites quoi, ça vient de Total Recall, où les gens, ils marchent devant un écran et là, il n'y a personne qui est arrêté, il n'y a pas de file d'attente, ça voit en rouge vraiment le contrôle ou quelque chose qui est vraiment hors de mes normes et standards de sécurité. Dans ce cas-ci, un fusil, ça le met en rouge, tout le monde les arrête. Et même ça, c'est même pas idéal parce qu'on peut contourner vraiment le checkpoint et on peut s'adapter. On peut mettre notre arme en plastique ou on peut changer la forme de notre arme. Et quand on regarde vraiment les arrêts qui sont faits récemment et les standards et les aéroports qui ont le plus de succès, c'est pas dû à des contrôles ou des technologies qui coûtent un bras. Si on regarde Scotland Yard, entre autres, la raison pourquoi on a ces scans-là plein de corps et la raison pourquoi je peux pas amener mon rasoir à barbe dans ma valise, c'est que eux autres ont vraiment fait une analyse sur les achats des individus. Qu'est-ce qu'on trouvé? C'est en mettant différents produits ensemble et analysant vraiment le comportement des individus, ils ont pu trouver que certaines personnes achetaient des affaires vraiment bizarres et quand on les mettait ensemble, ça faisait une bombe. Et en faisant une poursuite de ces gens-là, ils ont trouvé d'autres gens, mais c'est vraiment en analysant le comportement et les achats de ces individus-là, et non avec un système de sécurité. Et même, eux autres ne se sont même pas présentés à l'aéroport, ils se sont fait arrêter avant. L'autre affaire, c'est en Israël. Israël, dû à l'environnement politique, on penserait que les autres seraient attaqués souvent, il y aurait beaucoup de problèmes, ils n'en ont jamais eu. Qu'est-ce que les autres font? Est-ce que les autres ont plus de technologie? Est-ce que les autres ont plus de gens, plus de contrôle? Même pas. Eux autres, ils ont 3 checkpoints. Avant que tu rentres dans l'aéroport, quand tu es rentré et avant que tu vas aller sur l'avion. Et eux autres encore, ils vous posent des questions. Ils analysent votre comportement. Regardent comment que vous êtes en train de répondre à ces questions-là. Alors, c'est pas nécessairement la technologie qui va faire la différence. Quand on regarde les environnements, les environnements de réseau, les compagnies, déjà c'est compliqué. Ouais, les données, les gens, notre infrastructure, comment ça change avec les nuages, etc. Moi, je trouve, avec des universités ou avec des institutions académiques, c'est même plus compliqué que la normale. La raison pourquoi, on a des campus, c'est séparé. L'autre affaire, des fois, notre TI, c'est même pas centralisé. Des fois, on a un département TI pour le commerce, pour les départements d'ingénierie. Nos utilisateurs aussi. Des fois, on a des utilisateurs qui, comme il y a des étudiants, il y a les profs, il y a nos employés, mais il y a aussi des étudiants aussi qui aspirent à rentrer dans notre université. Il y a des anciens qui ont quitté l'université. Alors, ça rentre un peu, et tous ces gens-là, ils ont besoin des accès, ils ont besoin des permissions pour notre environnement. Alors,
ça ici, la traduction qui a été faite, c'était pas moi. Mais en anglais, c'est Security Intelligence. C'est une intelligence de notre réseau d'un point de vue sécuritaire. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est le collecte d'informations partout à travers mon réseau, sur les utilisateurs, sur les appareils dans mon réseau, sur les données que ces utilisateurs-là sont en train d'accéder sur les flux protocolaires dans mon réseau. C'est la collection de tout ça, c'est la normalisation, alors rendre ça d'une manière standard, légible, que ce soit un Unix, Windows, etc. Et c'est une alerte et une corrélation de ces événements-là pour avoir une alerte juste quand j'ai un problème. Alors, si on regarde un côté graphique, qu'est-ce qu'on regarde? C'est pas juste du côté physique. On regarde du côté virtuel aussi. Sur un serveur, qu'est-ce qui se transige entre les différents serveurs? C'est un collecte de données et vraiment, quand on regarde en termes de chiffres, la collection de ces données-là, on regarde une quantité astronomique. Mais quand on met la corrélation avec tout ça, et vraiment rendre ça d'une manière graphique et faire vraiment un lien dans votre système de tickets, de pouvoir rendre ça dans un protocole, c'est vraiment pouvoir avoir une alerte le plus rapidement possible, pouvoir agir le plus rapidement possible et pouvoir avoir une gestion beaucoup plus efficace. Et c'est rendu avec les données, la quantité de données qu'on a dans notre environnement, que c'est quasiment plus possible d'une manière humaine de pouvoir filtrer à travers des millions de logs. C'est impensable. Si on regarde les bénéfices des différentes technologies qui existent, et si on regarde une attaque, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'un SIEM peut nous apporter en termes de technologie, on peut regarder avant qu'on a un incident et après qu'on a un incident. Si on regarde avant, ça commence vraiment avec des connaissances. Connaissances hors de mon environnement, c'est quoi les attaques les plus à jour. Pas juste les attaques les plus à jour, parce que ça c'est assez facile, mais la configuration de mon réseau. Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui me rend vulnérable à mon information qui est confidentielle? Et on va regarder vraiment un exemple plus approfondi là-dessus. Après qu'il y a une attaque, qu'est-ce qui est important pour nous? Premièrement, c'est répondre le plus rapidement possible. On a un temps limité de détecter c'est qui nous a attaqués, comment qu'ils nous ont attaqués, quelle sorte d'accès, quelle sorte de données qu'ils ont accès et comment qu'on les limite. Et finalement, comment on fait une poursuite et comment qu'on supporte les agents, la police pour vraiment poursuivre l'individu ou les individus. Alors, des exemples. Premièrement, est-ce que on est tous à l'aise à date? C'est l'historique que je voulais vous fournir. La présentation, c'est pas une présentation en passant de vente. C'est vraiment une présentation plutôt sur la technologie. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que moi je vois personnellement? Et qu'est-ce que je vois comme tendance et qu'est-ce que je vois comme valeur ajoutée que les technologies de SIEM peuvent apporter. Et de plus, plutôt, pas juste SIEM, mais juste avoir une vue informatique de votre environnement et pouvoir gérer votre environnement d'une manière beaucoup plus efficace. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Des affaires qu'un SIEM, j'ai en passant le slide, c'est pas moi qui l'ai fait. Les affaires qu'un SIEM peut faire. Il y a des affaires aussi simples que juste pouvoir filtrer c'est quoi les accès qu'un utilisateur a eu. Assez simple, mais pouvoir filtrer à travers tous les différents appareils, sur toutes les différentes applications, ça sera un peu plus compliqué. Est-ce que j'ai pu accéder à des informations confidentielles? Est-ce que j'ai essayé 20 fois avant, sans succès, et finalement, j'ai pu accéder? Est-ce que j'essayais d'autres comptes que celui que j'ai pu accéder? Est-ce que j'ai fait sortir plusieurs requêtes SQL? Celui que je trouve le plus intéressant, qui est un cas réel, si on était chez un client, chez une banque, on faisait une preuve de concept. Et le procédure de preuve de concept, on arrive dans une journée, on dépose l'appliance, on fait notre cueillette d'informations, on laisse ça pendant une semaine, on revient.
Après une semaine, on était avec les admins et on regardait leur environnement, on regardait, OK, qu'est-ce qui se passait. Et vous allez voir, c'est très graphique. Alors, ça sort un peu, graphiquement, c'est qu'est-ce qui sort de l'ordinaire et c'est un peu les avantages des Sims. Et une chose qui est sortie, c'est qu'ils étaient en train de communiquer avec la Chine. Et les autres n'avaient pas affaire à communiquer avec la Chine. Alors, les autres étaient comme, ah, c'est quoi ça? Alors, eux autres ont regardé le IP. C'est qui ça? Peut-être, je sais pas, c'est une banque encore. Peut-être il y a quelqu'un qui avait besoin de faire un prêt de la Chine et on communiquait avec. Et on regardait l'IP et finalement, c'était un thermostat. Un thermostat qui communiquait avec la Chine de quelqu'un qui avait hacké, qui l'utilisait pour communiquer avec la Chine. Assez poussé. Alors, mais une chose que moi j'ai pensé, oublie les thermostats, ok, on va pas commencer à mettre des firewalls autour de nos thermostats, mais les imprimantes. Les imprimantes, on en a une tonne. C'est assez poussé, c'est assez évolué comme appareil. C'est un mini ordinateur. On peut loguer tout le trafic, même au minimum, toutes les affaires qui vont passer par le buffer. Et c'est quelque chose, une information qui pourrait sortir de l'environnement. Ou au minimum, c'est un point qui pourrait être utilisé comme pont pour sortir de l'environnement. Quand on collecte toutes les informations, c'est quelque chose qui sort et qu'on peut voir assez facilement. Je vous ai parlé graphiquement que c'est important et que ça, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'un sim apporte. Et vraiment, quand je vous ai parlé de millions de records, ça peut être dans les milliards de records. C'est juste impossible de pouvoir filtrer cette quantité-là d'informations. Alors, les gens, ils rient un peu, ils disent « Ah, vos beaux tableaux de bord, ah, c'est cute. » Mais c'est important. Sans avoir un tableau de bord, de pouvoir sortir les affaires qui sortent de la normale, ça serait impossible humaine. Oh, ça prendrait une équipe à pu finir. Un exemple de ça. Je vous ai mentionné avant, on a un utilisateur qui extrait une grosse quantité de données d'une base de données. Il fait des requêtes SQL. 3000 requêtes SQL comparé à tous les autres utilisateurs. Mais juste ça, ça ne veut rien dire. Peut-être, écoute, mon employé, c'est un gros buveur de Red Bull et il reste au travail 24/7. Je l'adore, ce gars-là, et il travaille comme un malade. Alors peut-être c'est dans sa normalité des affaires. Alors là, quand on regarde qu'il y a eu un succès et on creuse là-dessus, on voit, il y a des données confidentielles qui a pu sortir. Mais OK, c'est quoi les données? Peut-être il était supposé les avoir. On regarde c'est qui a accédé à ces données-là. C'est un utilisateur à l'interne. C'est une base de données Oracle. Et on regarde qu'est-ce qu'il a fait avec ces données-là. Il les a envoyées par après à son Gmail. Mais même, qu'est-ce qui est même pas là-dessus, qui est même plus poussé, c'est qu'on peut regarder c'est quoi dans les normes de ce utilisateur-là. Peut-être en général, à chaque jour, il en fait 30 requêtes SQL. Et là, tout d'un coup, il en fait 3000. Un autre exemple que peut-être vous avez entendu, c'est WikiLeaks. Je sais pas si c'est... Oui, je vois certains gens va de même. C'était un soldat que lui voyait passer toutes des informations... c'était pas confidentiel, mais des informations qui s'affichaient sur qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du réseau militaire. Ce utilisateur-là, en théorie, aurait dû juste avoir accès à 20, pouvoir extraire 20 de ces données-là. Mais lui, en a extrait, comme je pense, c'est 300 000 de ces données-là. Si on a quelque chose de même, de pouvoir analyser le comportement d'un utilisateur, ça prend des secondes pour voir qu'il est en train de faire quelque chose qui est abnormal. Peut-être c'est quelque chose qui devrait se produire. Peut-être qu'il est en train de faire un transfert de batch ou je ne sais pas quoi. Mais juste pouvoir être alerté et faire un suivi là-dessus, c'est important. Je vous ai parlé de comportement et c'est pas juste au niveau de l'application, c'est aussi au niveau du flux protocolaire. Une des limitations de la technologie anciennement, c'était vraiment, OK,
je peux collecter les informations de différentes sources, mais le problème, c'est que qu'est-ce qui arrive si la personne y attaque un environnement que je ne suis pas en train de collecter des informations là? Là, je suis aveugle. Là, je ne vois plus qu'est-ce qu'il est en train de faire et je ne peux pas vraiment faire un suivi là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir et qu'est-ce que tout le monde fait dans l'industrie, c'est vraiment analyser le réseau. Pas juste d'un côté, il y a des NetFlow, il y a des JFlow, des SFlow, dépendant de votre réseau. Mais ça, c'est vraiment, OK, tel IP communique avec tel IP sur tel port. C'est plate et on voit rien. Qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est au niveau de la couche OSI, quand on se rend au niveau 7. Vraiment au niveau applicatif. Alors, pas juste de là à là, quelle application, c'est quoi les données qui est en train de transiger, de voir pas juste d'un côté physique, mais d'un côté virtuel, dans un VMware, et pouvoir faire vraiment un packet grab, de voir c'est quoi ces données-là qui ont été transigées. L'autre avantage avec ça, c'est de voir qu'est-ce qui consomme votre réseau. Est-ce que c'est du BitTorrent, c'est peer-to-peer? Alors, le SIEM, là, c'est fait initialement pour la sécurité, pour la conformité. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus en plus, et je vais vous en parler en termes de choses que vous devriez peut-être faire si c'est un projet que vous devriez regarder. Ça ici, du côté opération, c'est quelque chose que les gens adorent. Parce que cette consolidation-là de log et l'analyse que vous pouvez faire sur les règles de checkpoint ou des règles de routeur que vous faites, et c'est quoi l'impact que vous auriez dans votre environnement, ou c'est quoi l'utilisation de ma bande passante pour un tel utilisateur, ou c'est peut-être 3 utilisateurs qui sont en train de faire du Skype à pu finir. C'est quelque chose que vous pouvez avoir là-dessus, et avoir des rapports assez régulièrement. Bon, un exemple, quand on parlait de la couche applicative, quand on regarde juste du côté du réseau et on regarde d'un tel IP, c'est par du port 80. Oui, on peut avoir des blacklists et il y en a certains qui sont très très bons. Il y en a certains qui sont vendus, qui sont à une coche même plus haut que ceux qu'on voit qui sont publiés gratuitement. Mais ici, comme exemple, on peut voir, il y a du IRC qui est transgé par un port 80. Ça ne devrait pas arriver. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des botnets, des zombies, des ordinateurs qui sont pris en contrôle et qui sont en train de communiquer vers l'extérieur. Mais c'est filtré par un port qui est permis par nos firewalls. À part si vous avez un firewall comme Palo Alto. Ici, on voit, quand on fait une analyse du paquet, on voit effectivement, il est en train de se loguer dans I am a zombie et pouvoir voir c'est quoi vraiment les interactions qui sont en train de se faire. L'autre affaire qui est intéressante, quand on y pense et quand on peut même pousser la technologie un peu plus loin, c'est d'analyser vraiment nos données qui sont en train de sortir de l'environnement et qui sont en train de filtrer ou d'aller d'un bout à l'autre. Quelle sorte de données devraient rester dans un zone versus un autre? Les cartes de crédit. Ça sort de mon environnement. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis en train d'acheter quelque chose sur eBay? Oui, c'est correct. Est-ce que je suis en train d'envoyer 10 000 cartes de crédit? À Equifax? Oui, c'est correct. À mon Gmail? Pas vraiment. Alors, vraiment, pouvoir voir différentes champs. On peut filtrer par comme un Visa, c'est un X, je me rappelle plus des numéros, versus Amex versus Mastercard, etc. L'autre affaire, qui est vraiment intéressant, ben pour moi en tout cas, c'est en ayant les configurations, en ayant accès à les configurations, en ayant les flux protocolaires, d'une manière automatisée, on peut faire vraiment un schéma réseautique et voir d'un bout à l'autre votre environnement. Et quand il y a quelqu'un qui ajoute quelque chose, on le voit d'une manière automatique. Du côté gestion, c'est toujours le fun parce que
Souvent, dans un environnement comme le vôtre, on a des autres départements qui vont mettre un serveur sans nous l'avertir des fois. Mais qu'est-ce qui est même plus important du côté réseautique et du côté sécurité? Je vous ai parlé avant, OK, on connaît qu'il y a une vulnérabilité. OK, ça c'est numéro un. On connaît la configuration sur notre serveur. On est à risque. OK, c'est numéro 2. On a sur le serveur des données confidentielles. Wow! Là, en temps normal, on arrêterait, on voudrait faire une investigation, mettre un patch, protéger notre information. Mais avec ça, pas juste que tu as votre réseau schématique, mais on peut voir c'est quoi les protocoles. Peut-être je suis en train de bloquer ce protocole-là, qui est en train de diminuer encore plus le niveau de risque. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut simuler des attaques de l'extérieur, des attaques de l'intérieur, en utilisant un tel protocole avec une telle vulnérabilité qui essaie de cibler une autre sorte de données et voir c'est quoi le risque que mon organisation est sujet. Peut-être c'est acceptable, peut-être ce ne l'est pas. Mais pouvoir faire ça d'une manière automatisée. Très intéressant. L'autre affaire qu'on est en train de voir au niveau des réseaux, de faire vraiment des investigations un peu plus poussées. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir un peu plus? C'est vraiment la notion de big data. Alors, pouvoir pas juste regarder en temps réel, mais dans le futur ou quand il y a un incident, pouvoir regarder pas juste les comportements en termes des affaires évidents, mais des affaires même moins évidents. Alors, c'est quoi que quelqu'un qui veut attaquer un environnement fait avant? Est-ce qu'il est en train d'aller sur des sites web, en train de regarder différentes sortes d'attaques qu'il pourrait faire dans mon réseau? Est-ce qu'il est en train de communiquer avec des gens, peut-être faire des appels téléphoniques à un tel, de pouvoir avoir accès à des informations? Alors, c'est vraiment d'analyser le comportement des individus, pouvoir focuser notre temps sur des tâches et une surveillance plus approfondie pour des actions suspectes. Maintenant, OK, c'est tout beau, mais qu'est-ce que je devrais faire si c'est quelque chose que je veux regarder plus en profondeur? La première affaire, il faut que vous fassiez, c'est vraiment regarder qu'est-ce que vous voulez rentrer dans la boîte. Faire une analyse de quelle sorte de données, c'est quoi la grosseur de mes données, combien d'événements par seconde que j'ai, et après ça, qu'est-ce que je veux sortir de la boîte? Quelle sorte de rapport, quelle sorte de bénéfices que j'aimerais? Est-ce que c'est vraiment juste la sécurité? En général, qu'est-ce que moi je conseille? C'est vraiment d'impliquer vos collègues autour de vous. Si vous êtes focusé au niveau juste de la sécurité, je trouve qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à retirer de la solution. Deuxièmement, c'est de regarder le réseau. Regardez le réseau, voir votre trafic que vous avez, la quantité de trafic. Après que vous avez fait une analyse de même, et que vous êtes au point vraiment de regarder plus approfondément une solution, une technologie, faites une preuve de concept. La difficulté, je trouve, avec la technologie dans l'industrie, c'est que sur papier, il y en a beaucoup qui se ressemblent. On peut mettre des coches sur les appels d'offres assez facilement. Mais la technologie que je vous parle, c'est quelque chose qui s'implante vraiment facilement. Et ça, c'est une grosse différence versus le passé. Dans le passé, on avait de la misère à rentrer les informations, déployer des agents. Même maintenant, des fois, on n'a même pas besoin d'agents. Alors ça, c'est une grosse affaire que vous devriez considérer. L'autre affaire, regardez le coût global de la solution. Pas juste le matériel, le logiciel, mais regardez le déploiement et l'entretien que ça prend. Combien de staff qu'il faudrait que vous attitrez à ça. Des affaires qui s'en viennent autres que vraiment l'analyse vraiment poussée, plus longtemps, vigilant. On est en train de voir beaucoup une intégration au niveau des vulnérabilités
des scanners de vulnérabilité. Déjà, ça s'intègre, mais vraiment nativement pouvoir intégrer. L'autre affaire qu'on est en train de regarder, c'est vraiment avoir une intégration avec les contrôles sur les postes de travail, de pouvoir faire d'une manière automatisée les changements, les correctifs. Alors oui, vous êtes au courant qu'il y a un problème, que j'ai besoin de faire une correction, j'ai besoin de le faire dans mon environnement de test, pouvoir le faire en premier, tester, mais tout ça d'une manière automatisée, avec les agents sur les postes ou des serveurs. En gros, on regarde toujours notre infrastructure, les applications, les données, les personnes. On crée des standards, des politiques uniformes à l'entreprise pour créer vraiment une sécurité qui englobe le tout et éventuellement essayer de changer le comportement des individus. Et avec ça, je vous remercie. Et s'il y a des questions, on pourrait commencer l'étape des questions. Oui. Je pense qu'ils m'ont demandé de faire distribuer ça ici, parce que pour les personnes en ligne... Ouais. Vous avez parlé que 92% des sources, oui. Des brèches, 92% des brèches ne sont pas identifiées par les organisations, mais plutôt de l'extérieur. C'est exact. Est-ce que, avec la mise en place d'un produit comme celui-là, vous avez été capable de mesurer l'impact sur cette affirmation? L'impact sur l'information? Sur l'affirmation, dans le sens que une fois qu'on implante ça, est-ce que maintenant on est capable, est-ce que c'est juste 50% des brèches qui sont déclarées de l'extérieur? Est-ce que c'est mesuré d'une certaine façon? C'est pas mesuré. Je pourrais pas vous dire. Mais essayez juste de le voir d'un côté, si on y pense, juste dans le temps de technologie, là, pas un manufacturier versus l'autre. Moi, j'ai fait des tests de pénétration pendant longtemps, ou d'intrusion pendant longtemps. C'est très difficile de contrôler un site. Il y a des façons. Regarde, les étapes qu'un hacker veut faire, c'est toujours standard. Une porte d'entrée, escalade de privilèges, je change mes logs, et après ça, je vois qu'est-ce que je peux faire. Je me cache, ça c'est clair avec les changements de log. En analysant le réseau et la couche applicative, les logs, les contrôles de firewall, IDS, antivirus, etc., log de système, log applicatif, base de données, etc., c'est très difficile de contourner. Je dirais pas impossible, c'est jamais impossible, mais très, très, très difficile. Okay. J'ai une autre petite question. Je ne sais pas si c'est toi qui vas pouvoir la répondre ou d'autres personnes qui ont acheté des solutions comme celle que tu présentes aujourd'hui. L'impact sur l'équipe de sécurité, par exemple, parce que moi, ce qui m'inquiète, mais on va avoir beaucoup plus d'informations, on va avoir beaucoup plus de travail on va les voir, les tentatives, etc. Alors, j'ai l'impression que d'avoir une certaine pression sur le nombre de personnes qui est nécessaire pour gérer ces différents événements-là. Je me posais la question là, si les gens qui ont implanté ces solutions-là... Très, très bonne question. Et anciennement, c'était le gros problème parce que oui, j'ai mes millions de records, je les centralise à une place. C'est toujours 1 million de records, là. Ça prend toujours l'effort pour que je puisse analyser toutes ces données-là. Et vraiment, le gros changement, c'est pas juste la consolidation de ces logs-là. C'est la normalisation. Et quand c'est plus facile à voir, franchement, mais la normalisation, c'est vraiment pouvoir rendre ça uniforme, un login versus un autre, une requête versus une autre. La corrélation de ces affaires-là pour que un événement, c'est pas que j'ai eu 20 tentatives de login et j'ai finalement eu un succès. C'est vraiment plutôt ça avec j'ai fait la requête SQL à 3000 avec j'ai envoyé mes informations vers l'extérieur avec j'ai changé des logs avec tout ça, ça fait un incident.
Alors, quand on parle de clients qui ont des milliards de logs, quand c'est corrélé, on a une quinzaine d'événements. Alors, je vous dirais l'inverse. Vous avez des gens qui sont en train d'analyser des logs de firewall, de IDS, etc. Les besoins et d'équipes pour pouvoir gérer une telle technologie devraient être beaucoup moindres que plus grosses. De rien. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Merci beaucoup.